réagir et penser peut-être à des questions, des réactions que vous souhaiteriez échanger avec le Père Mani. Le silence est important aussi. Juste, quand est-ce que, enfin, où positionnez-vous le curseur justement, quand est-ce qu'on a basculé ou pas entre un arsenal thérapeutique qui peut être intéressant, parce que est-ce que la modification cellulaire qui peut améliorer la thérapeutique dans les cancers, est-ce qu'on est dans le, justement, on a basculé vers un transhumanisme ou pas? Et comment vous positionnez le curseur? Parce qu'en fait, la difficulté là, c'est bien sûr. Voilà, quand est-ce qu'on va faire des modifications congénitales ou pas? On touche au noyau, est-ce que ça peut être thérapeutique ou pas? Je ne sais pas. Oui, oui, très bonne question. Alors, juste pour la resituer dans son contexte, par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, là, depuis juillet dernier, 2016, des personnes qui sont en phase, peut-être pas terminale, mais en tout cas très très avancée de cancer, qui n'ont pas les moyens de pouvoir guérir par les moyens traditionnels, se sont portés volontaires pour une thérapeutique où, grâce aux biotechnologies, on va modifier leurs cellules somatiques, leur corps. On va donc faire une manipulation génétique qui a été testée sur l'animal, mais dont on ne sait pas exactement ce qu'elle va produire sur l'humain. Donc évidemment, il faut leur expliquer globalement le protocole, les tenants et aboutissants, ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est la transparence, et ça, c'est très difficile à des grands pontes de dire ce qu'ils ne savent pas. Dire ce qu'on sait, ça, mais dire ce qu'on ne sait pas. Et du coup, ce qu'on appelle, je dirais, permettre aux patients d'avoir une conscience éclairée pour faire leur choix, pour dire oui, je suis prêt à tenter cette ultime possibilité qui m'est offerte, en connaissance de cause, et en connaissance en particulier de l'incertitude du traitement. Mais en même temps, vous vous doutez bien que si ce traitement est proposé à des gens qui sont en phase pré-terminale, eh bien sûr qu'on va dire, s'ils sont suffisamment éclairés et si c'est en phase terminale, on comprend tout, et c'est complètement éthique, je dirais, qu'ils choisissent de le faire. Si maintenant vous proposez le même traitement pour augmenter des capacités humaines, et avec les risques évidemment du métier, si vous choisissez aussi, évidemment c'est pas du tout le même contexte, et donc là on peut se dire mais oulala, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Si vous choisissez aussi ces technologies, alors ça, vous voyez le type de question aussi qui peut se poser, les fameux ciseaux à ADN, là, où on remplace des gènes par d'autres, et bien en effet, on peut utiliser, par exemple, je veux un petit aux yeux bleus et aux cheveux roux, et j'irai chez une bonne coiffeuse, maintenant je n'ai plus, si j'ai une bonne assistante. Moi, j'ai pas une bonne coiffeuse, comme vous le voyez. Mais, et bien voilà, c'est pas du tout le même contexte, bien entendu. Et, voilà, vous voyez, dans un jugement éthique, parce qu'on porte un jugement sur une situation en éthique, jamais sur une personne. Jugement sur les personnes, ça c'est le tribunal. En éthique, c'est des jugements sur des situations, jamais sur des personnes. Ça c'est très important, et en même temps c'est très difficile à tenir, mais c'est très important. Eh bien, on va faire une balance, comme on dit, entre avantages, bénéfices, risques. Ça, c'est la vision classique. Mais ensuite, c'est quoi les buts poursuivis? Ça, c'est un deuxième niveau de questionnement. C'est quoi les buts poursuivis? C'est de designer l'évolution humaine
c'est nous qui décidons de l'évolution humaine, y compris biologiquement parlant. Vous avez aussi des... Alors, quand c'est sur une cellule somatique qu'on fait ça, l'adulte qui décide de faire ça, il n'entraîne que lui-même là-dedans, dans cette opération. Mais si on fait ça sur des cellules germinales, et c'est déjà le cas, sur des cellules germinales, alors là, c'est toutes les générations qui vont avoir aussi bien la modification que les mutations et autres erreurs, parce que c'est jamais si précis que ça. Alors là, vous voyez, ça nous met devant d'autres considérations éthiques. Est-ce que moi, j'ai le droit d'entraîner une modification de ma lignée? Alors, je suis mal placé pour dire ça, je suis célibataire, mais est-ce que j'ai le droit d'impliquer une modification de ma lignée pour un choix qui n'est même pas thérapeutique, qui est un choix finalement d'amélioration présumée? Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y en a qui travaillent sur les gamètes. Et ce qui me surprend, c'est pas que ça travaille sur les gamètes, vous voyez. C'est que, là, récemment, je rencontre, à l'issue d'une conférence, je vois arriver une personne qui me dit ce que vous dites, ce que vous avez dit, là, ça m'intéresse parce que moi, voilà, je travaille sur ces sujets-là, modifier des gamètes en France. Et elle me dit, et elle était tout à fait sympathique, cette dame, elle me dit, et en fait, on ne s'est jamais vraiment posé ces questions-là dans mon entreprise. Est-ce que vous viendriez chez nous pour les poser? Oui. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est pas qu'il travaille, c'est qu'il ne s'était pas posé ces questions. Autrement dit, entre le déroulé, enfin, il se l'a posé à titre personnel, je m'en suis aperçu, mais jamais à titre collectif et à titre de l'objectif de cette start-up, vous voyez, hein. Et donc, et c'était pas du monstre, hein, qui voulait faire n'importe quoi. Il n'empêche que, voilà, et ça c'est le décalage fantastique entre le développement scientifique et technologique, et tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a comme moyen, et puis le questionnement éthique, le questionnement anthropologique, tout petit devant un énorme développement technologique. Et évidemment, c'est cet écart qu'il faut arriver à combler, et c'est notre travail, à vous et à moi, de le proposer. C'est ce que j'ai mis ici. Qu'est-ce que c'est la performance? Une performance technologique qui ne s'accompagne pas d'une performance éthique, est-ce que c'est vraiment une performance? Vous avez remarqué comme moi, aujourd'hui, on n'entend pratiquement plus jamais le mot progrès technologique. On emploie innovation, mais jamais, pratiquement plus jamais progrès. Alors qu'il y a encore 15 ans, c'était beaucoup de progrès. C'est pas pour rire. C'est pas pour rire. Parce qu'on sait très bien, avec les OGM et tous les bazars, là, que, voilà, innovation, ça cache un peu, hein, bon. Moi, je pense que le mot progrès est très important. Je ne vois pas pourquoi on l'éliminerait. Mais aujourd'hui, un progrès qui serait uniquement technologique, est-ce que c'est un vrai progrès pour l'humanité? Et je pense que c'est la chance des questionnements écologiques au sens fort du mot écologie, c'est-à-dire écologie humaine et environnementale intimement liées, comme dans l'Autopsie, hein, l'écologie intégrale, comme on dit. Oui, alors là, c'est des manières de regarder qui sont extrêmement intéressantes et qui intéressent bien au-delà du cercle des supporters du pape François. Hein. Parce que ça vient toucher à des éléments clés de progrès. Donc, progrès et performance, mais la performance technologique qui n'intègre pas une dimension éthique, et c'est un technophile qui m'a dit ça. Alors, en même temps, comme la question que vous venez de poser, il n'y a pas des réponses toutes faites, ni immédiates, ça se travaille, ça se travaille. Vous voyez, je vous donne un autre exemple. Alors, moi qui ai d'autres questions. Juste un point, donc la grosse nuance entre la réparation. La grosse nuance entre la réparation
Et alors, c'est la grosse nuance entre la réparation et la modification pour améliorer. Alors, c'est parfois pas si simple que ça, la frontière entre les deux. Hein. Réparer et améliorer surtout pourquoi? Je vous donne un exemple. Améliorer notre vue, même si on y voit bien 10-10, pour qu'on puisse voir la nuit. Ça se fait déjà. Pourquoi pas? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? D'accord? Donc, à chaque fois qu'on essaie d'améliorer, bon, si on dort plus, du coup, ça va pas bien. Si à chaque fois qu'on essaie d'améliorer, ça peut être très bon. Mais, vous voyez, améliorer pour ne plus avoir aucune limite, et voilà. Hein? Donc, la question, c'est jusqu'où, alors je vous fais un peu de pub, je me permets, puisque là, fin mars, je sors un bouquin qui va s'appeler « Penser l'humain au temps de l'homme augmenté ». Et bien justement, la question jusqu'où, elle intervient, ce que je suis en train de vous raconter, c'est ça que je reprends là-dedans. Et jusqu'où, c'est pas si simple. C'est pas si simple de dire jusqu'où. Il n'y a pas une réponse toute faite. Ça dépend aussi, me semble-t-il, en grande partie, de l'accompagnement psychologique, voire spirituel, qui est fait de l'utilisation de toutes ces technologies. Vous savez où j'ai appris ça moi-même aussi? Pas simplement en lisant Saint-Irénée. Mais une des expériences qui a bouleversé mon existence, c'est 12 ans de travail avec des personnels des unités de soins palliatifs. Alors j'y connaissais rien, hein, donc je leur ai dit faites-moi faire un stage d'abord, parce qu'ils m'ont dit est-ce que vous viendriez travailler la dimension spirituelle de l'être humain en interaction avec la dimension psychologique pour l'accompagnement de fin de vie? Mais j'ai dit moi je ne connais rien dans l'accompagnement de fin de vie. Donc j'ai commencé par me faire un stage dans une unité de soins palliatifs. Bonjour. Alors bien sûr, les patients en question, mais aussi le personnel là-dedans. Le personnel. Et une fois que j'ai un petit peu vu ce que c'était, on s'est mis à travailler l'articulation, qui n'est pas facile, entre psychologique et spirituel. On a travaillé ça pendant une douzaine d'années avec des psychologues sur des exemples très concrets d'accompagnement. Et là, on est en unité de soins palliatifs. La performance biologique, hein, c'est pas l'homme augmenté, c'est pas la question. C'est comment on peut soulager les souffrances, les douleurs physiques, c'est comment on peut faire en sorte que la personne dans son corps elle soit le moins mal possible, mais c'est aussi un accompagnement de l'âme, si je puis dire, hein, psychosocial, c'est un accompagnement spirituel. Et quand ces trois accompagnements qui sont tous aussi indispensables l'un que l'autre, marchent ensemble, eh bien vous avez des humains qui certes, biologiquement et physiquement, sont très diminués, mais qui vous montrent que la vie, oui, jusqu'au dernier souffle, elle vaut vraiment le coup d'être vécue. Si je crois que la vie ne vaut plus le coup d'être vécue dès que mes fonctionnalités ne sont plus réparables, voire qu'on puisse les augmenter, vous voyez l'autre sens de la vie que ça peut donner. Ces questions sont énormes, mais corps, âme, esprit en acte, moi je l'ai vu là, dans leurs écosystèmes, parce que l'environnement, l'accompagnement joue un rôle considérable, comme dans la croissance de vos jeunes, bien entendu. Et je me dis, ces expériences-là, qui ne donnent pas des réponses toutes faites aux questions, en effet difficiles et délicates comme celles que vous posez, donnent une toile de fond pour que dans chacune des circonstances qui peuvent varier, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule réponse, elles aident en tout cas à positionner les interventions technologiques, par exemple, que nous pouvons faire. Et je pense que ce n'est pas la moindre des choses de voir comment les éléments, les grandes traditions religieuses, spirituelles, et il n'y a pas que le christianisme, évidemment, peuvent aujourd'hui, lorsqu'elles sont proposées d'une manière, comment dirais-je, non prosélyte, mais en même temps dite, peuvent intéresser, je ne vous dis pas que ça intéresse tout le monde, mais peuvent intéresser des gens qui développent ces technologies
mais qui n'ont pas envie de les développer n'importe comment, qui ont vraiment envie de les développer au service de l'humain et de sa croissance, quel que soit l'âge. Mais... Oui, excusez-moi, je change un petit peu de sujet. Vous nous expliquiez tout à l'heure que l'émotivité et le moral de la femme enceinte influençaient le développement somatique et psychologique, si c'est possible à ce stade-là, de l'embryon et du fœtus. Quel est votre point de vue sur le caractère de l'enfant né, son caractère, sa manière de penser et d'être, l'enfant né, puis l'adulte, jeune ou pas, sur son environnement prénatal? Et de quelle manière peut-on travailler sur le caractère de cette personne? Alors, moi je ne sais pas répondre à cette question-là. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui sachent répondre. Pour l'instant, c'est donc modeste, mais intéressant comme piste à poursuivre, bien entendu. On voit des effets. Alors, en effet, on voit que l'expression des gènes, ça ne modifie pas les gènes en eux-mêmes, ça modifie leur expression. C'est-à-dire des gènes deviennent muets et d'autres s'expriment, c'est comme ça le terme. C'est-à-dire qu'ils sont actifs ou inactifs. Et on voit pourquoi ils sont actifs ou inactifs, c'est-à-dire il y a des groupements méthyl, pour ceux qui aiment la chimie, qui viennent rendre inactifs certains gènes. Autrement dit, il y a un effet physico-chimique de l'environnement psychique, par exemple un état de stress ou un état de repos. Que cet effet soit bon ou mauvais, ça on n'est pas capable de le dire aujourd'hui. On voit un effet sur la biologie. On voit un effet. Là où on est plus capable de dire, donc je ne peux pas vous dire que parce qu'une maman est stressée et qu'elle attend un bébé, que forcément son bébé il aura tous les problèmes du monde à cause de ce stress. Soit aujourd'hui, le biologiste ne peut pas dire ça. Soit il voit des problèmes, soit au contraire ça le rendrait plus fort. Alors voilà, on voit une influence. Aujourd'hui, c'est balbutiant ces recherches-là. On voit une influence, aujourd'hui on ne sait pas bien dire. Par contre, dans la plasticité cérébrale, dans les expériences de plasticité cérébrale, on voit qu'en effet, des contextes, alors qui sont plus sur des adolescents et sur des adultes, on voit que les contextes de confiance, de bienveillance, de deux, aident à un développement beaucoup plus harmonieux. Ça, on le voit. Alors, le psy le sait depuis longtemps, vous direz, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est nouveau, c'est que le biologiste le voit, le neuroscientifique le voit. Autrement dit, on va peut-être pouvoir redoubler de travail pour considérer ces interactions-là. Et c'est ça qui me paraît très important, sans trop vite donner des réponses, ça c'est bien, ça c'est mauvais. C'est tellement complexe. C'est tellement complexe. Merci pour ces questions. Alors je sais que peut-être vous souhaiteriez continuer, mais le temps défile aussi. Merci Père Magnien pour ces apports qui nous permettent aussi de faire des liens avec notre vécu et nos gènes, corps, âme, esprit. Voilà. Nous allons prendre un petit temps de pause pour vous permettre de souffler un petit peu avant d'écouter donc le témoignage vidéo de Pierre Gilles. Nous vous laissons 15 minutes. Voilà, merci. Dans 15 minutes, retour ici. 2 minutes. Oui, il y en a qui n'ont pas signé la feuille d'émargement. Vous pouvez le faire pendant le temps de pause, elle est là. Merci. Thank you.